Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin, en ce mercredi 31 octobre, jour de l'Halloween. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je me suis greffé des oreilles félines, tout comme il y a d'autres personnes aussi qui ont leur petit déguisement. Alors, ça me fait plaisir là, de vous rencontrer dans le cadre d'une présentation que Renaud Boisjoli va nous faire sur Studio, un logiciel qui a été élaboré tout d'abord. Je pense que tu pourras élaborer plus tard, Renaud, pour le primaire et au secondaire. Donc, c'est un gestionnaire qui facilite la gestion des tâches par les étudiants. Et pour les personnes qui sont à l'aise avec le profil type des étudiants du collégial, ça se marie très bien à l'objectif 5.2 de l'objectif apprendre de façon autonome, donc organiser son temps et ses tâches. Donc, Renaud va nous faire un petit historique de l'origine du projet. Il va vous le présenter, puis je suis certaine qu'il y aura une période de questions-réponses. Renaud, je te laisse la parole pour le reste de la présentation. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir pendant la présentation. Merci beaucoup, Nicole. C'est un plaisir d'être ici pour vous présenter virtuellement notre bébé, si on veut. Hein, on entend souvent cette expression-là. Alors, Renaud Boisjoli, je suis le PDG et fondateur de Studio. Je pense pas que j'ai rencontré la majorité d'entre vous dans le passé parce que c'est tout nouveau pour nous, comme Nicole l'a mentionné, le monde du collégial. Et dans mon autre vie, j'ai eu à traiter avec le collégial. Je vous en parle dans un instant. Je vais partager ma présentation avec vous pour l'instant. Ça va nous donner une petite toile de fond pour présenter. Vous devriez voir mon écran à ce moment-ci. Est-ce que c'est le cas? Oui. Parfait. Alors, il y a bien longtemps que je suis dans le milieu des technopédagogies, si on veut. Ça fait plus de 20 ans, en fait. Et entre autres, 19 années de cette carrière-là se sont passées au sein de l'équipe éducation d'Apple Canada, donc ici à Montréal. Et c'est à travers cette expérience-là que j'ai appris à côtoyer les enseignants, les étudiants, les élèves, les parents, travailler dans des classes, trouver des façons de mieux appliquer la technologie à l'enseignement et aux apprentissages de toutes sortes de façons, suivant la recherche, en regardant ce qui se faisait. Et il y avait une grande attention à ça chez Apple, qui est admirable, et qui s'étendait au-delà d'un produit ou d'une technologie spécifique, en fait. Alors, ça m'a interpellé. Et en 2011 environ, au moment où justement il y avait des projets technologiques qui explosaient, c'est-à-dire pas littéralement exploser, mais qu'il y a eu une explosion du nombre de projets dans les institutions, principalement au niveau des écoles secondaires et davantage au niveau privé, mais on a vu une implantation massive de technologies dans les écoles. Des projets, un appareil par élève, puis on sait que dans les cégeps aussi, ça commençait à être assez populaire. Et donc, les écoles se sont mis à mettre beaucoup d'appareils entre les mains des élèves. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que moi, je suis devenu consultant. J'aidais les écoles, les commissions scolaires, des écoles privées, publiques, à mettre en place ces projets-là, mais surtout d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que j'avais toujours ce double chapeau, si on veut, d'être un technologue, mais aussi d'avoir appris à travers le temps à bien appliquer ça aux différents programmes, aux différentes intentions pédagogiques. Et là, on s'est rendu compte de quelque chose. Je travaillais avec des écoles quand même, à l'époque, assez prestigieuses, qui sont toujours, hein, des collèges comme le Collège de Montréal ou Lower Canada College, par exemple. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème important qui se pointait à l'horizon. Les études commençaient à indiquer que depuis un bout de temps, lorsque les étudiants arrivaient au collégial, il y avait un problème d'organisation qui se posait. Aujourd'hui, dernièrement, c'est quelque chose qui est ressorti. Mais aux États-Unis, c'était déjà quelque chose qui était très clair. On parlait de 47% des étudiants qui avaient de la difficulté à s'organiser rendus au collégial. Principalement parce qu'ils n'avaient pas appris à s'organiser au secondaire. Cette année, on a vu un rapport qui est sorti de la Fédération des cégeps en collaboration avec le Centre de transfert de technologie ECOB,
qui indiquent les mêmes sortes de symptômes, que près de la moitié des étudiants collégiales ont de la difficulté, surtout lors de leur première année au cégep, à gérer leur emploi du temps et donc leur stress également, et ça les amène à soit décrocher ou soit avoir des difficultés importantes. C'est un grand pourcentage. Donc, c'est pas nouveau. Ça, c'est nouveau, mais ces données-là existent depuis longtemps. Et en travaillant avec ces écoles-là, ce qu'on s'est dit, c'est bien, on essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, malgré le fait qu'on mette en place plein d'outils technologiques dans les institutions éducationnelles, on se retrouve avec un problème comme celui-là? Si on fait une petite rétrospective, ça fait des années qu'on met de la technologie en éducation, hein, sous forme de portail, de calendrier, de toutes sortes d'outils qui sont supposés aider les étudiants et les élèves à s'organiser davantage. C'est pas nouveau, ça existe depuis bien longtemps, et on ne fait que dépenser davantage sur ces outils-là de plus en plus. Et là, qu'est-ce que ça fait? Quelle était la différence? Ça nous a pris du temps avant de le constater. On avait également... Oups. Un drôle de message, c'est bon. On voyait également une autre tendance qui nous a interpellés, c'est que dans les écoles secondaires, là où c'est particulièrement intégré dans les pratiques, on continuait à fournir aux élèves des agendas papier. Et ça nous a pris un bout de temps à comprendre pourquoi. Parce que les écoles, on dirait qu'au niveau de la direction, on tentait de déployer de la technologie et de se dire, bien, on va enlever les agendas papier maintenant qu'ils ont des outils technologiques. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment, puis on se dit, bien, on va s'organiser avec autre chose. Mais il y avait une résistance des enseignants. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Bien, on s'est rendu compte que ce qui était en demande, c'est un outil pour que les élèves soient actifs dans leur planification. Pas simplement un outil où ils reçoivent de l'information, donc où on leur communique, par exemple, leur horaire, où on leur communique des dates d'examen. Il fallait, pour s'organiser, aller au-delà de ça. Et plus on mettait des outils technologiques en place, plus les enseignants se les appropriaient, plus ils commençaient à publier de l'information, moins les élèves étaient amenés à le faire. C'est-à-dire étaient amenés à faire différentes opérations qui leur donnaient conscience de cette organisation-là. Bon, il y avait également la complexité des horaires dans les écoles secondaires, ce qui est moins un facteur au niveau du collégial. Mais vous savez, les cycles de jours, par exemple, on a des horaires sur 9 jours, sur 12 jours, sur des semaines AB, j'ai des écoles, c'est 18 jours en rotation, ou des semaines ABC. Il y a toutes sortes de modèles. Et là, quand il y a un congé, on décale les jours. Alors, un lundi, c'est jamais un lundi. Un lundi, c'est toujours quelque chose de différent. Au cégep, on le vit à plus petite échelle. Hein? On sait que parfois, à la fin d'une session, on va remplacer des journées par d'autres. On va dire que mercredi, en fait, c'est un horaire de vendredi ou l'inverse, ce genre de changement-là. Habituellement, c'est quand même moins fréquent. Mais alors, tout ça me faisait en sorte que c'était compliqué pour l'élève de s'organiser. Alors, ça pose un problème parce que là, ils arrivent au collégial et ils n'ont pas appris ces choses-là. Alors, nous, on travaille avec les écoles secondaires pour essayer d'améliorer ça déjà. Il reste que, compte tenu qu'une grande quantité de ces élèves-là n'ont pas été placés dans une situation pour leur enseigner ces compétences-là, bien, on se retrouve au collégial avec des objectifs comme celui dont Nicolas a parlé tout à l'heure, hein, de pouvoir apprendre de façon autonome. Et donc, ça implique, entre autres, d'organiser son temps et ses tâches. Ce qu'on a appris à travers la recherche, c'est que ces compétences-là, qui sont liées aux fonctions exécutives, qui sont liées à la métacognition, ce ne sont pas des compétences innées. Hein? L'Université Harvard a un département qui s'attarde beaucoup à ça. Et qui l'explique bien. Ce sont des choses qui doivent être apprises et donc enseignées. Et au cours des années, on a également retiré beaucoup des cours de méthodologie, par exemple, au secondaire, même au primaire. Et donc, on est en train d'essayer de ramener une conscience de l'importance de ces compétences-là. Alors, on sait qu'au niveau des cégeps, il y en a plusieurs qui ont justement travaillé sur cet élément-là, sur ces objectifs-là, notamment au Collège Édouard-Montpetit ici. Et donc, on est tout à fait disposé à collaborer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous, on a mis en place certains éléments pour voir un peu aussi
les mesures qu'on pouvait prendre. Alors, on a regardé un petit peu les études qui s'étaient faites, et on est tombé sur une étude de la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui a eu lieu en 2001 et en 2010, qui mesurait le pourcentage des élèves qui se sentent organisés, qui sentent qu'ils ont de bonnes méthodes de travail. En 2001, à peu près 71% des élèves disaient qu'ils sentaient qu'il y avait de bonnes méthodes de travail, donc une certaine confiance en leur habilité. En 2010, ils ont refait la même étude. Et pourtant, de 2001 à 2010, il y a eu une augmentation justement des outils technologiques et de différents moyens. Et en 2010, seulement 38% des étudiants du secondaire, des élèves du secondaire de cette étude-là ont indiqué qu'ils se sentaient organisés, qu'ils sentaient qu'il y avait des bonnes méthodes de travail. Et ça a créé une vague au niveau, surtout au niveau des écoles privées, pour essayer de trouver des solutions. La bonne nouvelle, c'est que en 2016, nous, on a fait une étude également avec l'Université de Montréal, avec le docteur Thierry Carsanti, qui a pris un ensemble de ces écoles-là où Studio était utilisé pour voir quel était le sentiment d'organisation de ces étudiants, de ces élèves-là. Et 86% des élèves ont indiqué qu'ils se sentaient beaucoup mieux organisés maintenant, ce qui était un bon indicateur. Maintenant, ce n'est pas le seul indicateur. C'est super de montrer ça comme ça, là. Un peu de marketing là-dedans, je vous avoue. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu une conscience sur l'apprentissage de l'organisation qui s'est faite également. Nous, ce qu'on a permis, c'est un environnement qui encourage les bonnes pratiques ou qui encourage l'élève à jouer un rôle actif dans son organisation. Mais les écoles ont elles-mêmes dû mettre en place des mesures à l'interne pour supporter cet enseignement-là de façon concertée, si on veut. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça prend comme environnement pour permettre à un élève ou un étudiant de développer cette compétence-là? Il faut avoir certaines caractéristiques, ça prend certaines capacités qui ne sont pas innées dans les plateformes habituelles. Alors, on s'est attardé là-dessus et on les a définis. Et tout ça, ça s'applique tout à fait aussi bien au collégial qu'au secondaire. Alors, la capacité d'entrer ses propres tâches. C'est sûr que si on se sert d'un calendrier traditionnel, Outlook ou Google ou Apple, on peut rentrer des éléments dans notre calendrier. On peut aussi utiliser un gestionnaire de tâches pour rentrer des tâches. Mais ça, c'est un élément important de l'organisation. Il faut avoir cette capacité-là. Malheureusement, la majorité des plateformes qui nous permettent de voir notre horaire et de voir les travaux qu'on a à faire sont dissociées du calendrier. C'est-à-dire qu'on a plusieurs outils à consulter, que ce soit Moodle ou Léa ou différents autres environnements comme ceux-là. C'est habituellement complètement séparé du calendrier où on peut rentrer des informations. Ça cause un problème. Faut pouvoir voir les travaux que les enseignants publient. C'est évidemment quelque chose d'important. On a une responsabilité de faire connaître aux élèves ce qui se passe et eux de pouvoir planifier ce travail-là. Entre autres, ça implique de décider quand on va travailler sur une tâche. Cette décision-là, elle ne doit pas juste se passer au niveau de la tête de l'élève. On doit lui permettre de poser un geste clair pour dire, définir le moment du début du travail. Ou encore de cocher une tâche quand elle est accomplie. C'est assez simple comme opération, mais c'est super important de pouvoir faire de l'autorégulation puis d'aller valider ce que je m'étais donné à faire et d'indiquer que je l'ai accompli. L'autre élément qui est stratégique, surtout avec des élèves qui ont plus de difficultés à s'organiser ou qui font de l'anxiété, par exemple, c'est une des premières stratégies qu'on utilise, c'est de pouvoir subdiviser une tâche en étapes claires. Pour dire, par exemple, j'ai un examen qui s'en vient. Cet examen-là, je vais le diviser en trois périodes d'études où je vais faire des exercices, où je vais faire le chapitre 1 demain, puis le 2 après-demain, etc. Ou si c'est un travail de recherche, comment est-ce que je vais m'y prendre? Quel va être mon processus, si on veut, pour être sûr d'arriver à temps à la remise ou à l'événement en question. De tout voir au même endroit, c'est stratégique. Hein? On parle de mémoire de travail en fonction exécutive, c'est-à-dire l'habilité de garder en tête toutes les informations dont on a besoin pour prendre une décision. Au niveau d'une école secondaire, on n'y pense pas souvent, mais ces élèves-là ont un horaire extrêmement rempli. Hein? On parle de chaque période de la journée, tous les jours de la semaine,
où il y a quelque chose qui se passe, que ce soit un cours, que ce soit le dîner ou que ce soit, en fait, c'est ça, ou une période d'études à la rigueur, c'est rempli. Après ça, pour chaque matière, puis on a 8, 9 matières en général, bien, pour chaque matière, il y a des projets, il y a des travaux, il y a des devoirs, il y a de l'étude, il y a des choses à plus long terme. Ça donne un grand nombre de projets à gérer à la fois. Ça s'apparente en fait à ce qu'on fait comme dirigeant d'entreprise. Moi, j'ai à peu près ça. Hein. Je gère une compagnie, donc j'ai différents volets à ce que je fais. Puis pour chaque volet, que ce soit le marketing, que ce soit les ventes, que ce soit la comptabilité, la planification stratégique, la gestion du personnel, c'est toutes des choses dans lesquelles j'ai des projets en continu. Bien, ça prend des outils pour gérer ça et ça s'apprend à faire ça. Ces élèves-là ont des tâches complexes, des vies complexes. Et au collégial, bien, ça peut être pire encore. Ils ont peut-être une grille horaire moins complexe à l'origine, mais en même temps, c'est qu'on va rajouter des emplois à temps partiel. Il y en a qui ont des familles, parfois. Il y en a qui ont plus d'un emploi. Ils ont des tâches. Tu sais, ils habitent en appartement, il faut aussi qu'ils gèrent ces choses-là. Peut-être qu'ils s'entraînent, peut-être qu'ils ont une vie sociale, on l'espère. Toutes ces choses-là, ça prend du temps et c'est quelque chose qui doit être géré. Alors, tout ça, c'est important. On voulait donc donner ce contexte-là à tout le monde. Maintenant, jusqu'à date, il y avait un outil qui était disponible, bien sûr, qui était le seul outil qui était vraiment assez flexible pour donner aux élèves l'ensemble de l'information. Ça allait plutôt bien. Un agenda papier où l'élève pouvait tout inscrire. Et c'était simple dans le temps où les enseignants publiaient leur information sur le tableau, en fait, en l'écrivant en avant de la classe. Hein. Voici ce que vous avez à faire. Prends en note dans ton agenda, puis c'est réglé. Maintenant qu'on utilise différentes plateformes, des fois, parfois plus d'une dans une même institution, hein, j'ai rencontré des cégeps où il y avait Moodle qui est en utilisation, Léa, bien sûr, et aussi Google Classroom. Trouvez les trois. Ben pour l'étudiant, ça veut dire qu'il doit aller consulter chaque endroit, puis c'est plus difficile de tout voir au même endroit. Mais en plus de ça, il y a peu d'enseignants qui ne se servent plus du tout du tableau pour publier de l'information. Des fois, c'est un changement, des fois, c'est un exemple qu'on veut donner à la fin d'un cours. Il y a toutes sortes de raisons de le faire. C'est un outil instantané qui est pratique. Une invention qui a révolutionné le monde de l'enseignement, en fait, au début du siècle dernier. Et donc, qui est encore en utilisation, en grande utilisation. Alors, tous ces contextes-là doivent pouvoir s'assembler. Alors, on est parti de certains de ces contextes-là où l'élève a le contrôle pour lui offrir un environnement visuel, convivial, qui clarifie l'information. Je vais vous montrer les détails de ça dans un instant. Là, je ne vais pas m'attarder ici sur ce qu'on a fait tout de suite, mais pour dire que toutes ces préoccupations-là sont venues ensemble se rassembler pour donner un produit. Le but de Studio, c'est vraiment de permettre à tout le monde de l'écosystème de contribuer. Et ça va être représenté de façon différente au secondaire comme du collégial. Est-ce que l'ensemble des informations est quand même important? Alors, les étudiants peuvent ajouter leurs propres tâches, vont rajouter des notes, vont pouvoir diviser les tâches en étapes, vont pouvoir s'organiser dans un contexte global de leur calendrier scolaire. Ça inclut de rentrer des tâches personnelles ou des tâches académiques. Les enseignants peuvent contribuer de différentes façons. Alors, a priori, en ne changeant rien du tout, ce qui est tout à fait une option. Je continue de publier sur Moodle si je veux. Ça va apparaître à mes élèves, à mes étudiants automatiquement. Je n'ai pas besoin de changer mes pratiques. On sait que parfois, ça prend un certain temps avant de changer ses pratiques. Ceux qui veulent le faire peuvent publier dans Studio également. C'est évidemment disponible. Mais on n'a pas besoin de faire de changement. Par contre, on leur donne accès à de l'information, du moins au niveau des écoles secondaires. Actuellement, bien, les enseignants ont accès à l'agenda de leurs élèves. Donc, on est capable d'aller voir un élève qui a de la difficulté peut être visible pour nous permettre de justement voir est-ce qu'il y a un problème organisationnel, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut lui donner. Ce sont des choses que les centres d'aide à l'élève peuvent également fournir comme service. Il y a également des vues d'ensemble de l'institution, c'est-à-dire qu'on peut voir l'ensemble des examens ou des travaux importants qui sont publiés aux élèves à travers toutes les plateformes auxquelles
on permet de se connecter. Ça permet aux enseignants, mais aussi aux directions, aux différents spécialistes de voir la charge de travail qui est demandée d'un groupe d'élèves, par exemple. Dire, bon, bien, ici, on a, pour ceux qui sont dans tel programme, il y a 3 examens importants la même semaine. Peut-être qu'il y aurait lieu de faire des remaniements. C'est sûr qu'au secondaire, ça s'applique facilement. Au collégial, bien, il nous reste encore à déterminer là, quels sont les facteurs les plus déterminants ici. Mais ce sont toutes des choses qui sont des choses qui ont évolué à travers les besoins des écoles jusqu'à date. Alors, pour être clair, on n'est pas encore installé dans les cégeps. On n'a pas encore un cégep qui se sert de studio de façon unilatérale ou même systémique. Par contre, on a beaucoup d'étudiants qui s'en servent au collégial parce que c'est tout à fait possible pour n'importe qui d'aller se créer un compte sur studio.co ou à travers l'app, de configurer son horaire et de commencer à gérer ses tâches directement dans l'application. Ça fonctionne très bien. On a d'ailleurs changé l'interface de configuration pour l'adapter au monde des cégeps il y a moins de 2 semaines de ça. Alors, ce que tu dis, Renaud, je trouve, parce que je me permets de faire, c'est pas un coq à l'âne, mais donner l'exemple, effectivement, au Cégep Péton-Montpetit. Bon, certains d'entre vous le savent peut-être, mais nous, on a un projet de badge collégial pour attester la maîtrise des habiletés du prophétique des étudiants du collégial. Et en ce qui concerne justement la modalité, la tâche, organiser son temps et ses tâches au Collège Péton-Montpetit, pour que l'étudiant reçoive son badge, gérer son temps et ses tâches. Il fallait que l'étudiant démontre qu'il savait organiser son temps et ses tâches en produisant un calendrier électronique qu'il va partager avec son professeur. Le calendrier doit inclure son horaire ainsi qu'une planification de son temps personnel pour ses travaux scolaires et ses études. Je trouve que ce que tu proposes va vraiment dans la lignée de ce qui est retenu comme modalité d'attribution d'un badge pour cette tâche-là. Je te laisse continuer. C'est super. Merci pour cette précision. Alors, on est très justement à l'affût de ces histoires-là pour essayer de trouver des meilleures façons d'adapter le produit également au milieu collégial. Mais on a commencé le travail déjà d'adaptation et voici un petit peu comment ça fonctionne. Outre le mode autonome là, qui est disponible aujourd'hui et qui est tout à fait utilisable par chaque étudiant ou même par les enseignants, on est capable de gérer une configuration institutionnelle, c'est-à-dire qu'on va normalement générer un calendrier centralisé avec les journées pédagogiques, les congés, etc. Et on est capable de générer ce calendrier-là directement à partir d'Omnivox. Donc, on a fait l'expérimentation avec le Collège UNSIC et on a mis en place là, un système qui permet de le faire. Donc, on est capable automatiquement, à tous les jours, par exemple, d'aller rechercher le calendrier, de le générer automatiquement pour qu'il n'y ait aucun travail de configuration de la part de l'élève. Et ça identifie les cours de l'élève également. Tout l'horaire de chaque élève est automatiquement disponible dans Studio. Ça, c'est quelque chose pour lequel le modèle d'affaires n'est pas encore clairement défini, mais on est en train de travailler avec différents cégeps pour voir là, de quelle façon on peut mettre ça en place. Et donc, c'est quelque chose qui est fait, qui est prêt. Donc, on a déjà ça de disponible. On est capable normalement d'importer des données de divers systèmes de gestion scolaire. Entre autres, je sais que dans les cégeps, on a aussi COA qui est en utilisation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de générer. On parle ici d'importation, donc c'est un processus manuel, un peu comme vous faites avec Moodle actuellement, si vous voulez. Donc, c'est le même genre de principe. Par contre, c'est quelque chose qui change beaucoup au niveau des cégeps. Alors, on n'a pas vécu ce type de dynamique-là. On préférerait mettre en place une dynamique automatique. Et pour ça, bien, on est en train de regarder là, les possibilités de ce côté-là. La partie automatique, on le fait directement avec Omnivox également. On sait comment procéder à cette importation-là automatiquement. Donc, de générer les cours, les cours sont changés, puis on peut remettre ça à jour automatiquement sans qu'il y ait d'intervention humaine. Ça, c'est un petit point important. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a le calendrier et les horaires mis en place, bien là, on parle de tâches scolaires. Bien, les étudiants peuvent évidemment rentrer leurs propres tâches, on les encourage à le faire, mais on peut aussi aller chercher des tâches automatiquement dans divers systèmes. Le premier qu'on a mis en place, c'est Google Classroom et Google Agenda. Donc, on est capable d'importer des
Si on a des enseignants qui publient, par exemple, des travaux à travers un calendrier, pas juste Google, hein, n'importe quel calendrier, puis qu'il mettrait ça à l'horaire de son calendrier, mais on peut s'abonner à ce calendrier pour transformer ça en tâches qui apparaissent sur la ligne du temps de l'élève. Classroom également. On le fait également pour Moodle, mais on le fait aussi pour d'autres environnements qui sont plus utilisés aux États-Unis, par exemple, comme Canvas ou Blackboard ou Schoology. Donc, on a une architecture qui nous permet de le bâtir. Évidemment, la question qui va se poser, c'est est-ce que vous êtes capable d'aller chercher les travaux dans Léa? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un système qui est disponible à notre connaissance. Alors que tout ce qui est dans Omnivox, c'est disponible au Cégep. Ce sont des données qui vous appartiennent. Ce qui se retrouve dans Léa, il n'y a pas d'interface pour aller les chercher actuellement. Alors ça va dépendre de la demande avant que les gens de Skytech puissent réagir à ça. Mais on saurait comment le faire, il s'agirait d'avoir accès. Ensuite, dans Studio même, on peut publier. Alors, il y a des enseignants qui servent de Studio pour leur planification personnelle. On a des outils de planification pour les profs. Ils peuvent mettre tous leurs examens pour les différents groupes qu'ils ont, faire leur planification et décider de publier certains de ces éléments-là automatiquement à leurs élèves sans être obligés de les rentrer dans un autre système. Alors, pour les enseignants qui s'organisent avec Studio, ils n'ont pas besoin de rentrer les choses à différents endroits. Ça, on sauve du temps ici. Évidemment, peu importe la situation, les étudiants peuvent rentrer leurs propres tâches. Alors, ce qui va arriver, ce qu'on va leur conseiller de faire, c'est tout ce qui rentre automatiquement, ils vont pouvoir le planifier. Mais s'il y a des éléments qui sont dans un autre système, on va les encourager à les retranscrire. Oui, c'est une entrée supplémentaire. Par contre, ce n'est pas différent de l'écrire à la main, mais ça leur donne l'avantage de tout voir au même endroit. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible et tout à fait encouragé. Est-ce que tu vas pas nous faire une démonstration, Renaud? Quelle bonne question, Nicole. On arrive là. Je regardais juste le chat, voir qu'elle était là. Puis oui, la présentation, ça me fait plaisir de la partager avec vous aussi. Alors, regardons un petit peu de quoi ça a l'air, parce que là, on parle beaucoup, mais on ne voit rien. Alors, de quoi ça a l'air, Studio? Ici, j'ai un horaire qui est un horaire d'école secondaire. Donc, il n'y a pas beaucoup de trous à l'horaire, mais ça donne une démonstration plus claire. Mais tout ça est tout à fait configurable. Vous allez remarquer ici qu'on a un horaire où il y a des périodes définies à droite. C'est typique dans les écoles primaires, secondaires, première période, deuxième période. On a rarement ça dans les cégeps, en fait. Alors, dans un horaire de cégep, il n'y en a tout simplement pas qui apparaissent. Alors, pas de problème de ce côté-là. Et donc, on va voir ici les heures exactes de chacun de nos cours. Alors, en ce moment, on dirait que je suis dans une période d'études, ça tombe bien. Je ne suis pas en classe. Mais je pourrais avoir à rentrer quelque chose. Alors, disons que je suis dans mon cours de maths qui a lieu là à 12h05. Je peux toucher la période ou cliquer dans la période selon le type d'appareil sur lequel je suis. Actuellement, je fais la démonstration sur un iPad, mais ça fonctionne bien sûr sur mobile. La version Android sort dans 2 à 3 semaines et c'est fonctionnel sur tout appareil qui peut rouler Chrome. Donc, ça peut être un Chromebook, comme ça peut être un ordinateur portable de n'importe quelle compagnie. On encourage Chrome, on roule dans d'autres furteurs également. Alors, tout ça, c'est à peu près identique là, dans toute la plateforme. Alors, il y a des petits changements cosmétiques parfois. Alors, je touche dans la case du cours où je veux rentrer quelque chose et on va voir différents éléments ici que je peux manipuler. Dans un premier temps, je vais aller choisir une icône qui va représenter le type de travail que j'ai à faire. Alors, par exemple, j'ai un devoir, je vais choisir une icône de devoir. La raison pour laquelle on utilise des icônes est assez claire, c'est que de la même façon que dans le monde de l'informatique, on est passé d'interface texte à interface graphique, on considère que représenter les tâches sous forme d'icônes à l'intérieur des périodes de cours, ça nous donne un langage visuel très, très spécifique qui est beaucoup plus facile à décoder d'un simple coup d'œil. Donc, ça facilite l'organisation énormément. Alors que dans un calendrier traditionnel, on a juste des boîtes de texte. Alors, même si on se rend des tâches ou des moments d'études, tout a la même apparence. Ce n'est pas particulièrement accessible d'un premier coup d'œil. Alors ici, je vais choisir donc un devoir. Je peux aller donner, évidemment, un titre un petit peu plus pertinent ici.
oups, on va dire page 3 à 7, là, ça rien de très compliqué. Je peux rajouter une description, etc., etc. Mais surtout, l'élément que je veux vous montrer, c'est que je vais choisir la date d'échéance en touchant l'icône ici du, et ça m'affiche le calendrier de mon école ou de mon institution, mais ça m'affiche aussi l'horaire de ce cours-là directement. Les jours où on voit une pastille grise, ce sont les jours où le cours se donne. Alors, si j'ai un congé également, je vais voir qu'il y a un congé. Alors, on voit ici qu'il y avait un congé le 8 octobre, on a une tournée pédagogique le 5. Si je navigue au mois de novembre, je peux voir que j'ai une semaine de relâche là, qui s'en vient au mois de novembre. Il y a toutes sortes de possibilités ici qui vont se présenter à moi. Et je peux savoir exactement si le cours va se donner ou non. Alors, si c'est pour le 1er novembre, bien, je pourrais aller toucher le 1er novembre. Je vais le mettre à plus long terme, je vais mettre ça pour le 12 au retour de ce qui semble être une semaine de relâche. Je ne toucherai pas au reste pour l'instant, je vais tout simplement enregistrer la tâche. Je vais vous montrer un des éléments importants de Studio, c'est que chaque événement, chaque tâche, en fait, a 2 points de défini. Le point d'origine, la date d'annonce, aujourd'hui, je l'ai rentré maintenant, j'ai donc une icône qui apparaît aujourd'hui. Et l'icône, elle est plus pâle, là. Et à la date d'échéance, si je me rends à la journée même, bien là, je vais voir l'icône, page 3 à 7, à côté, dans ma période de maths, justement à la même date que mon examen d'étape, donc ça coïncide, et je vais pouvoir gérer ces choses-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette représentation visuelle-là qui va me faciliter la vie. On va le voir dans la vue hebdomadaire également, quand on constate ici, on peut très bien voir qu'est-ce que j'ai à faire dans quel cours, pour quelle date. Je peux voir tout ça dans le contexte des journées, de mon horaire exact. Ce n'est pas juste un calendrier. Je vois la fin d'étape, je vois les congés, je vois les pédagogiques, je vois tout ça. Là, j'aimerais que tu expliques un petit peu. Là, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre de Renaud. Ce que tu vois? Je pense bon, à maths là, pour le 2 novembre, le devoir. Là, je le vois dans ce tableau-là aussi. On va le voir ici. On a le 2 novembre là, qui est le vendredi. Non, on parle ici du mois d'octobre. OK. C'était pas pour le 2 novembre, en fait. Voici la même semaine qu'on regardait tantôt. OK. Alors, le lundi qu'on a vu tout à l'heure, on a les mêmes 2 éléments qui sont dans cette journée-là. Et je le vois dans une présentation hebdomadaire ici. Maintenant, on a des présentations par mois, par année, etc. Mais ce qui est vraiment tout à fait unique, c'est cette présentation-ci qu'on va retrouver. Donc, la vue des tâches. Ça, il n'y a vraiment personne d'autre qui nous donne cette option-là. Alors, je vous explique ce que vous voyez parce qu'il y en a beaucoup également ici. On a donc une ligne du temps. En haut, on voit toutes les dates des jours qui s'en viennent, de toute l'année scolaire ou de la session, par exemple. À gauche, on voit les matières dans lesquelles j'ai du travail à faire. Donc, j'ai, par exemple, français, histoire, maths et sciences, où j'ai des choses à faire, puis j'ai même des choses personnelles qui apparaissent en haut. À droite, complètement, j'ai ce que je me suis donné à faire aujourd'hui. Donc, les tâches qui croisent, si on veut, la journée d'aujourd'hui. Si on regarde au niveau du 31, le jour que le cercle rouge au-dessus de la date, là, il y a une barre rouge qui est là, verticale, qui croise toute la journée, puis on voit que j'ai différentes tâches qui croisent, qui touchent cette journée-là. Si on regarde, par exemple, la première tâche en haut, la romantique, donc ça, c'est quelque chose que j'avais à faire pour aujourd'hui. J'ai reçu ça le 25, j'ai travaillé dessus, puis là, c'est à remettre aujourd'hui. Alors, je le remets et je dois donc poser une action ici. Quand je remets mon travail ou quand j'ai terminé de le faire, je vais cocher mon travail. Pour ça, je peux le faire en touchant l'icône et en touchant, vous voyez l'icône en bas à droite, là, il y a comme un cercle ici pour cocher, où je peux toucher 2 fois l'icône ou cliquer 2 fois. Ça va la cocher et elle va éventuellement disparaître de la ligne du temps. Donc, on voit qu'elle a un petit crochet vert maintenant là, qui indique qu'elle est complétée. Et la tâche est partie de ma liste à droite. Alors, je vais pouvoir comme ça gérer les différentes tâches que j'ai. La prochaine chose que j'ai ici, c'est un laboratoire sur le shampoing que j'ai dû faire en chimie. Et donc, il est complété. C'est aujourd'hui, alors je coche. 2 clics sur l'icône, c'est coché. Encore une fois, c'est parti de ma liste. Donc, plus je gère mes tâches, plus je vais faire mon auto-gestion ici de ce qui est fait, plus les tâches vont aller s'éliminer de ma journée d'aujourd'hui.
J'ai de la lecture pour demain, j'ai terminé, je vais cocher également. Donc, j'ai plus ça à tenir en compte. Alors, plus je fais ce travail-là, on voit que la liste à droite diminue. J'ai un poème à lire en classe. Je me suis donné comme objectif de pratiquer tous les jours. Alors, parfait. Alors, je pratique. Et quand j'ai terminé, je vais prendre... Vous remarquez qu'il y a 3 icônes. Hein? Ici, le contexte de ça est assez clair. J'ai reçu cette tâche-là ici à gauche, là, le 22. Je l'ai rentrée pour le 2 ici. Mais j'ai cette autre icône-là qui est apparue ici, qui est ma date de planification. Pour moi, c'est mon prochain moment de travail. C'est moi qui contrôle ça comme élève. Je peux dire, parfait, je travaille là-dessus et je définis ma prochaine étape de travail. Donc, déjà, ça, c'est un programme, un processus métacognitif de dire, quand est-ce que je vais continuer? Alors, je vais double-cliquer sur l'icône de planification et ça décale automatiquement au lendemain. Je peux faire ça un nombre de fois tant que je veux. Et donc, ce que je me suis fait, ce que ça m'indique, c'est, je n'ai pas terminé, mais j'ai fini pour aujourd'hui. Et donc, demain, cette tâche-là va réapparaître dans ma liste aujourd'hui automatiquement. Puis là, je terminerai ma dernière pratique, puis j'aurai complété. Et on peut continuer comme ça. On a d'autres travaux. Comme en bas, ici, j'ai mes fameuses pages 3 à 7. C'est vraiment pas long à faire, là, on s'entend. Là, c'est peut-être, ça peut être très complexe, remarquez, on ne sait pas. Mais disons que je suis très bon en maths, j'ai pas de difficulté, je sais ce que ça demande. J'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant, alors je vais décaler en touchant 2 fois. Alors, je double-clique à chaque fois ici. Là, je sais que vous ne voyez pas mon doigt. Là. Je fais ça sur mon iPad. Mais je peux décaler comme ça, planifier à plus long terme. Puis dire, moi, j'ai le temps, je sais que j'ai des choses que je me suis donné à faire. On le voit ici pour mon examen d'étape. Ça, là, c'est secondaire pour moi. Je vais continuer ça là, pendant la semaine de relâche, là, mardi le 6. Et ainsi de suite, on va aller cocher et compléter des tâches, les déplacer et les décaler. Il reste une tâche. Il y a un examen d'étape qui s'en vient. Puis là, ici, on va parler d'un processus un petit peu plus intense de métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à comment on va accomplir une tâche, en plus de choisir quand. Et je peux, pour chacune de ces tâches-là, aller dans la tâche et définir une série d'étapes. Si je les modifie, vous allez voir, je peux aller dans la section « Étapes » qu'on retrouve là. Je vais pouvoir voir les différentes étapes que je me suis données. Je peux en rajouter, je peux les déplacer, les réordonner, les renommer, changer la date, etc. Donc, je vais aller ici réfléchir à cette tâche-là et me donner une structure pour cette tâche qui est un peu plus complexe. Donc, ça va me permettre de voir les choses une étape à la fois et de ne pas me sentir submergé non plus par une tâche qui est plus difficile ou qui va me demander certains temps. Alors, je veux réfléchir à comment je vais étaler ça dans le temps. Alors, une fois que ma tâche est modifiée, bien là, je peux aller cocher les différentes choses. Alors, par exemple, je me suis donné le chapitre 10 à terminer pour le 1er novembre. Parfait, j'ai terminé. Je coche le chapitre 10 que je peux cocher individuellement. Et là, je peux aller me dire, bien, parfait, demain, je continuerai avec le chapitre 11, mais j'ai fini pour aujourd'hui. Je décale ma tâche à demain. Et là, j'ai complètement terminé ma charge de travail pour la journée. Et ça, je peux le faire avec des tâches que je rentre moi-même, mais je peux également le faire avec des tâches qui proviennent d'autres sources externes. Alors, si c'est un calendrier, si c'est Google Classroom, si c'est Moodle, ces tâches-là vont apparaître automatiquement dans la ligne du temps, mais je ne pourrai pas changer la date d'annonce et la date d'échéance, mais je vais pouvoir améliorer la description en rajoutant ma propre description, je vais pouvoir rajouter des étapes, etc. On peut mettre toutes sortes de choses dans les tâches. Hein. On peut mettre des pièces jointes, on peut mettre des liens, on peut faire toutes ces choses-là également. On peut se mettre des rappels. Il y a une foule de possibilités. Mais l'essentiel, l'important de Studio, c'est vraiment cette capacité-là de l'élève de prendre des décisions, de réfléchir à quand et comment il va accomplir ses tâches et non pas strictement d'avoir une date d'échéance qui apparaît dans son calendrier. Renaud, est-ce que tu préfères pour les questions qu'on attende la fin de ta présentation? Si c'est en lien, il n'y a aucun problème de les poser. OK. Il y avait monsieur, je pense que c'est M. Leblanc. Je me souviens, je pense que oui, c'est Marc-André, je pense. Il te demandait, est-ce que c'est possible d'indiquer comme enseignant combien de temps nous estimons que la tâche devrait prendre
en termes de temps là, pour réaliser cette tâche-là? C'est ça. Alors, actuellement, il n'y a pas une façon structurée de le faire. C'est quelque chose auquel on réfléchit, de dire, ben voici une estimation du temps qui pourrait être requis, puis après ça, de permettre à l'élève d'aller s'ajuster, soit parce que l'élève s'est donné un estimé, puis après ça, il pourrait revenir et dire, ben, combien de temps est-ce que ça m'a réellement pris? Ce serait un super travail à faire. Ce n'est pas en place de façon structurée, comme je disais, mais il n'y a absolument rien qui nous empêche de l'ajouter dans la description. Ça devient une pratique à ce moment-là. OK. Est-ce que, supposons que j'ai un travail à réaliser en équipe, je suis une étudiante, j'ai un travail à réaliser en équipe et une même tâche implique plusieurs actions, genre rencontrer l'équipe, ensuite faire mes lectures, et ça peut être un petit peu là, éparpillé, tout ça dans le cadre d'une même tâche. Est-ce qu'il est possible de rentrer plusieurs tâches pour une même activité ou une même entrée? Ce qu'on a actuellement comme structure, c'est un cours qui contient des tâches et une tâche qui contient des étapes. Dans certains cas, un projet comme celui-là pourrait être divisé sous forme d'étapes quand ce sont vraiment des points de touche là, précis. Mais si une étape a également besoin de planification, pour le moment, on ne peut faire que plusieurs tâches qui sont, on va les associer peut-être en les nommant d'une façon commune. Projet ABC, travail d'équipe, projet ABC tournage, projet ABC rédaction. Mais donc, pour une même tâche, on peut avoir plusieurs étapes. Est-ce que deux étapes peuvent être alignées au même moment? Oui, absolument. En fait, on va juste voir un point actuellement sur la ligne du temps, mais les étapes elles vont être listées à la même date dans la liste. Elles vont également apparaître à la même place dans la liste à droite, là, si je raffiche ça ici. Là. On ne les voit plus, mais… Et elles n'ont pas besoin d'avoir de date non plus. Alors, on peut très bien dire, mon examen, voici les 4 chapitres sous forme d'étapes, mais il n'y a pas de date de définie. Ça peut être juste comme une liste de choses à faire. Tournage, choisir les lieux, choisir une date de rencontre, par exemple, ce genre de choses. OK. Il y a Juliane qui demande qui va enseigner aux étudiants l'appropriation de cet outil-là. Oui. Alors, actuellement, c'est sûr qu'on offre beaucoup de tutoriels et de documentation sur notre site. C'est notre façon privilégiée de le faire. Dans les écoles secondaires, c'est certain que les conseillers pédagogiques TIC et ou les techniciens en organisation scolaire ou en éducation spécialisée vont faire ce travail-là la plupart du temps. Dans d'autres institutions, il y a une journée d'appropriation ou une semaine d'appropriation de la technologie où est-ce qu'on va intégrer l'apprentissage de Studio. Studio en soi, c'est pas vraiment ça qui est compliqué parce que l'outil est relativement simple. On a des élèves de 4e année qui apprennent à s'en servir en quelques minutes. Ce qui est plus compliqué, c'est le processus de planification ou le processus métacognitif. Qu'est-ce que c'est que de se fixer un objectif, par exemple? On peut expliquer, on peut le démontrer. On va souvent utiliser la modélisation pour l'enseigner. Ça, ce n'est pas défini dans l'app elle-même encore. Idéalement, j'aimerais bien. On en viendra à ça. Ce qu'on aimerait réellement pouvoir faire, c'est mettre sur pied un programme qui permettrait facilement aux différentes institutions de pouvoir justement l'enseigner d'une façon un peu plus concertée. Tout à fait ouvert à explorer cette idée-là, d'ailleurs, pour essayer de dire, ben voici, on a bâti un programme de formation pour les étudiants qui leur permet de se l'approprier en suivant une certaine progression. Et c'est pas juste de dire, ben comment est-ce qu'on crée une tâche dans Studio, ça, c'est bête. C'est plutôt des concepts plus abstraits. Comment s'organiser tous les jours, comment subdiviser une tâche plus complexe, ce genre de choses-là. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant de faire l'arrimage entre ce que tu proposes, puis je pense que c'est un manuel que les enseignants connaissent en majorité, c'est Réussir ses études de Bernard Dionne, qui justement parle de gestion de son temps et de ses tâches. Fait qu'un arrimage entre les deux, je pense que ça pourrait être intéressant, de la même façon que Bernard a fait l'arrimage avec notre prof éthique. Donc,
tous ces arrimages-là, moi, je pense que ça aide à soutenir les profs. Ils voient que, bon, quand on parle de studio, ben, c'est en lien avec telle chose, puis en lien avec telle autre chose. Il me semble que ça pourrait être intéressant. Puis l'autre question que j'avais, puis ensuite, je vais arrêter. Alors, bon, là, je pense que j'ai perdu ma question, alors j'y reviendrai. Désolé. Je te laisse continuer. Mais j'ai un autre. Moi, j'ai peut-être un point à soulever. On a couvert là, une partie là, de ce que Studio faisait. Là. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails là, supplémentaires, mais j'ai deux éléments à rajouter. Dans un premier temps, on a un projet actuellement qui est sur la table qui pourrait intéresser plusieurs d'entre vous parce qu'à ma connaissance, je crois, il y a beaucoup d'éreptiques qui sont impliqués dans la mise à jour des infrastructures Moodle. Donc, qui doivent aller synchroniser ce qu'il y a soit dans Koba ou dans Omnivox pour faire les extractions, envoyer ça chez Déclic, aller dans la page d'administration, faire l'importation, puis s'assurer de rien oublier et de le faire de façon régulière. Nous, dans notre infrastructure, on a la capacité d'aller prendre ces données-là. En tout cas, dans Omnivox, ça c'est sûr. Koba, ben, faut travailler avec eux, mais il y a plusieurs cégeps qui le demandent actuellement. Et ensuite, d'aller écrire ces informations-là dans Moodle. Donc, de jouer le rôle de ces outils de gestion-là qui commencent à être un peu plus datés. Et à ce moment-là, d'avoir le potentiel d'éliminer cette opération-là pour les cégeps. Ou du moins de l'automatiser pour permettre ensuite aux enseignants d'aller activer ou non les différents groupes qu'ils veulent dans Moodle, mais ça ne changerait pas parce qu'on veut leur laisser ce contrôle-là. Mais optionnellement, même d'automatiser, l'ensemble des groupes ont automatiquement leur cours dans Moodle, puis c'est mis à jour tout le temps. C'est un volet séparé, mais ça peut venir ensemble parce que c'est l'infrastructure studio qui fait ça. Alors, le fait de mettre ça en place, ça permettrait aussi au cégep de déployer studio. Si ça intéresse quelqu'un, on est tout à fait disposé à travailler là-dessus. Ben, il y a déjà une personne là, qui a laissé son nom, là, qui disait qu'elle doit quitter la rencontre puis elle serait intéressée là, à utiliser l'outil. Alors, on va s'en reparler. J'aurais une autre petite question à te poser. Peut-être que tu l'as dit puis que j'ai oublié. Est-ce que l'enseignant, ce qu'il voit, est-ce que ce sont toutes les tâches des étudiants, de ces étudiants, mais est-ce qu'il voit toutes les tâches des autres profs des autres cours de l'étudiant? Puis est-ce qu'il voit seulement le calendrier scolaire ou s'il voit tout le calendrier de l'étudiant? J'imagine que l'étudiant fait peut-être des choix là-dedans, ce qui veut rendre visible, non visible. Bon. Alors, actuellement, les enseignants ne peuvent voir l'agenda scolaire de chaque élève ou chaque étudiant en l'occurrence. Il n'y a pas de barrière en ce moment. Donc, chaque enseignant peut voir l'agenda de tous les élèves. Au secondaire, ce n'est pas un problème. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas voir, c'est le calendrier de l'élève. C'est-à-dire tout ce que l'élève va rentrer dans son calendrier personnel, ça, on n'y touche pas, on ne le rend pas visible. Donc, on va dire aux élèves, aux étudiants de dire tout ce qui est personnel, tout ce qui est tes rencontres de médecins, psychologues et autres choses que tu ne veux pas partager. Tu rentres ça dans ton calendrier, tu ne rentres pas ça dans ton agenda de tâches scolaires. Okay. Et ça, c'est une chose. Et oui, les enseignants ont accès à une vue d'école, une vue de collège, j'imagine, où on peut voir toutes les tâches qui ont été publiées par les enseignants à travers tous les outils qui sont connectés. Alors, on pourrait voir tout ce qui vient de Google Classroom, tout ce qui vient de Moodle, tout ce qui vient de Canvas, par exemple, et tout ce qui vient de Studio, qui aurait été publié. Et les profs peuvent ainsi voir s'il y a une surcharge là, qui s'applique à leurs élèves. Ça, c'est en train d'évoluer. En cours d'année, on va améliorer aussi là, ce qui est possible de voir de ce côté-là. Donc, dans un contexte programme, ça pourrait, parce que les élèves, les étudiants évoluent dans un contexte programme là, au cégep, les enseignants d'un même programme pourraient voir voir l'agenda de leurs étudiants en fonction de tous les cours auxquels ils participent. Exact. Parfait. En parlant de données, c'est un gros point focal pour nous. Cette année, on travaille sur un projet pour rendre visible davantage de données dans les différentes institutions, c'est-à-dire
pas juste des données sur qu'est-ce qui a été, ce qui a été consigné dans l'agenda, par exemple, comme ce qu'on vient de parler, mais aussi des données sur l'utilisation. Studio, c'est le seul outil qui est utilisé à travers toutes les matières, toute la journée, par l'ensemble des élèves dans nos écoles primaires et secondaires là, actuelles, et qui a le potentiel de l'être également au niveau du collégial. Et ça nous donne un point de vue unique sur une compétence transversale qui est difficile à évaluer, qui est difficile, pour laquelle c'est difficile de déceler des problèmes, mais ça nous permettrait d'identifier des élèves qui tentent de s'organiser et qui ne le font pas adéquatement, faire une corrélation avec les notes, par exemple, ou avec le décrochage, ou ce genre de choses-là. On est en train de mettre en place les assises de ça pour déployer ça plus vers le printemps. Alors, s'il y en a qui veulent participer à ce genre de réflexion-là sur savoir qu'est-ce qui serait intéressant d'aller déceler, d'aller mesurer, on est là-dedans. Alors, on est bien disposé à travailler là-dessus. Intéressant. Il y a Marie-Josée qui pose la question suivante. Bon, c'est quoi les coûts? Là? Est-ce que cette évaluation-là pour les collèges, est-ce qu'elle a été faite? Oui, alors, au niveau de nos écoles actuelles, là, on en a quelques-unes, comme vous voyez ici, là, mais on en a plus que ça, on en a près d'une cinquantaine. Le coût dans une école secondaire, publique ou privée, c'est à peu près 10 $ par élève par année. Et ça, c'est en plus des outils administratifs qu'ils utilisent déjà. Alors, ce n'est pas un coût qui était déjà en place. On ne remplace pas un autre outil, on ajoute. Et ça semblait répondre à ce besoin-là. Au niveau collégial, c'est sûr que si un cégep voulait déployer à tous les étudiants du cégep, ben, ce serait peut-être pas un prix qui serait facilement gérable. On comprend évidemment ça. Alors, on est en train d'essayer de voir s'il y a des façons de trouver un modèle d'affaires qui puisse être différent. A priori, si on va sur le site et on se crée un compte, c'est 2 $ par mois pour un utilisateur individuel ou à peu près 16 $ par année là, si on prend l'année au complet. Ce qu'on se dit, c'est que dans un cégep, il y a 3 modèles potentiels d'utilisation, peut-être 4. Dans un premier temps, on pourrait dire, bien, on va mettre en place la configuration gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a 0 frais ou des frais minimaux là, de quelques centaines de dollars de mise en place de la mécanique de mise en œuvre de la configuration, mais il n'y a pas de frais de licence par utilisateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on charge à l'utilisateur qui veut l'utiliser. Alors, l'élève va s'abonner, va payer le 2 $ par mois ou le 16 $ par année et choisit de l'utiliser ou non. Mais par contre, il y a automatiquement son horaire qui est prêt, il n'y a pas de configuration à faire. Et là, on peut travailler avec le cégep pour dire, bien, nous, on va travailler avec vous pour faire connaître l'outil un petit peu, fournir de la documentation, de l'accompagnement pédagogique aux besoins. Mais dans ce cas-là, Renaud, est-ce que le prof peut voir les tâches de l'étudiant s'il est abonné à Studio lui-même? Oui, de la même façon, oui. OK. Là, il y a une question par rapport à la même chose. À titre personnel, est-ce qu'on doit passer à l'option premium? Oui, c'est en fait 14 jours d'essai gratuit et non pas 30. Alors, on pourra le noter, mais c'est définitivement un outil individuel dans ce cas-ci. On n'a pas de configuration d'école. Mais ça pourrait se faire dans le cadre de la configuration d'école aussi. Bon. Maintenant, c'est ça. Et à l'autre extrême, là, on a le cégep qui dit, nous, on veut investir dans l'organisation, on veut s'assurer que chaque étudiant l'a. On va travailler avec les conseillers étudiants pour éliminer peut-être l'agenda papier, quitte à même intégrer un système de publicité à l'intérieur de Studio, ce qu'on est capable de faire également. De façon d'ailleurs très ciblée. Hein. On peut dire, au lieu d'avoir de la pub là, comme on en voit partout, ce qui est tout à fait inutile, ou même des cartes d'affaires imprimées derrière l'agenda papier, ce qui est plus ou moins efficace, ce serait plutôt des fournisseurs ciblés qui pourraient aller placer des tâches dans l'horaire, dans la liste de tâches des élèves, qui peuvent bien sûr ignorer, mais qui pourraient être, par exemple, je prends l'exemple de Desjardins, qui pourrait dire, ben nous, rendus à tel mois, on aimerait ça que les étudiants prennent rendez-vous avec leur conseiller Desjardins. On pourrait aller publier une tâche qui dit, hey, n'oubliez pas, c'est la date butoir pour telle ou telle activité ou telle rencontre ou prenez rendez-vous. Puis ben, l'élève peut juste cocher la tâche puis l'ignorer ou prendre action. Puis les liens sont intégrés dans la tâche qui pourrait être même personnalisée si on voulait. Ça, c'est un autre élément possible parce que les agendas papier, souvent, c'est des associations étudiantes. Excusez, je ne sais pas comment enlever ma main.
Ah, gêne-toi pas, là, c'est pas grave, c'est dans OK. Vas-y, la poser. OK. Admettons, là, que nous autres, parce qu'on a un projet de pédagogie inclusive, puis admettons qu'on dit, ben pour certains étudiants qui ont des difficultés justement dans la gestion du temps, de leurs tâches, etc., dans le cadre de notre projet, ça veut dire que est-ce qu'on pourrait, disons, avoir une licence pour un nombre d'étudiants qui en ont besoin particulièrement, Bien sûr. mais qu'il y aurait une configuration, disons est-ce qu'on pourrait avoir la configuration, disons, comme vous expliquez plus tôt, là, Omnivox, le calendrier Omnivox, etc. Est-ce que ça pourrait être quand même intégré, je sais pas comment le dire, là, Oui, mais ça peut faire partie systématiquement? de la même configuration. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire peut-être à ce moment-là, c'est de dire, ben vous procurez un nombre de licences, des codes, des coupons à remettre aux élèves, aux étudiants. On pourrait mettre en place la configuration. S'il y a d'autres étudiants qui veulent se connecter, ben, ils payent leur propre abonnement, mais vous pourriez en donner spécifiquement à certains étudiants pour qui vous voulez le fournir. C'est possible aussi. OK, parfait. Puis là, la configuration, donc, faut voir, là, parce que ça peut revenir cher, hein, pour le réseau collégial, là. Je sais qu'on a beaucoup d'outils, mais je trouve ça vraiment intéressant, par contre, là. Vraiment, vraiment. Très bien fait. C'est Félicitations. très gentil. Merci beaucoup. Ben, on pense qu'on joue un rôle très différent de ce qui est là, alors on veut continuer. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui pose la question, Renaud, puis on pourra se parler là, quand la présentation sera terminée. Oui. La personne aussi est intéressée par Studio, mais elle dit, bon, à titre personnel, est-ce que nous devons passer par l'option premium, là, à un moment donné, 30 jours d'essai gratuit, c'est bien, mais comment... Qu'est-ce qui se passe après qu'on a utilisé la version d'essai, là, quoi? Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que je tentais de répondre tout à l'heure dans mes propos. C'est qu'en ce moment, on a une période d'essai de 14 jours quand on se crée un compte gratuit. Après ça, ben, il faut s'abonner. Puis le coût est de 2 $ par mois si on veut l'essayer pendant quelques mois ou encore 16 $ et quelques pour une année complète. Et ça nous donne une configuration individuelle. Ce n'est pas une configuration d'école, donc il n'y a pas de concept étudiant-enseignant. On ne peut pas voir les agendas des autres à part recevoir. On peut envoyer un lien calendrier à notre agenda, mais ce n'est pas tout à fait aussi convivial, si on veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande aussi, est-ce qu'il y a des demandes de mise à jour régulières ou… Pour les capacités de l'outil, oui, on met ça à jour de façon tout à fait régulière. En fait, on est assez proactif sans créer trop de dérangements parce que ben, faut pas trop changer la vie du monde pendant l'année scolaire en général, mais on est très proactif. C'est la 5e année scolaire de l'outil et si vous voyez les différences là, depuis le début, on est une équipe de 7 personnes, dont 5 programmeurs actuellement. Très, très proactif. Puis l'équipe grossit. Là. On est en train d'engager d'autres mondes en plus. Alors. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser ou des commentaires à faire? On avait prévu 1 heure pour l'activité. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres précisions que toi, de ton côté, tu voulais apporter, Renaud? Ben non, ce que je pourrais dire, c'est que on est ouvert à des discussions sur tout ça. On est nouveau dans le milieu. Les questions de coût, on a quelques conversations qui ont démarré. Comme je disais, il y a plusieurs modèles d'affaires. Il y en a au moins 4, peut-être 5. Là. J'en ai nommé quelques-uns parce que les réalités sont différentes. Je parlais de publicité. Je vois qu'il y a un commentaire sur la publicité. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Je les comprends. C'est absolument pas une nécessité. Mais il faut comprendre que les associations étudiantes, dans certains cas, ont actuellement des revenus publicitaires et leur budget de plusieurs milliers de dollars pour faire imprimer des agendas papier est complémenté par cette publicité-là. Ben, les associations n'aimeront pas perdre les revenus qui sont associés à ça. Alors, c'est pour ça qu'on l'offre, pas parce que c'est une de nos stratégies. Ici, en fait, la question, c'est il y a souvent des demandes de mise à jour. Est-ce qu'on nous demande à nous des mises à jour, de faire des mises à jour, ou est-ce que nous, on demande à l'utilisateur de faire des mises à jour de l'application? C'est deux choses différentes. L'utilisateur, c'est ça. Hein?
Donc, l'utilisateur sur le web, il n'y a pas besoin de faire de mise à jour, ça se fait tout seul. Il n'y a pas d'application ordi. C'est sûr que l'application iOS, par exemple, pour te donner une référence, je dirais qu'à tous les mois à peu près, là, il y a une mise à jour qui se fait, mais ce n'est pas des mises à jour très complexes non plus. Okay. Maggie, je pense que tu es encore là, Maggie Perron, là, qui est à Sainte-Foy. Je pense que tu as l'air bien enthousiaste là, face au projet. J'aimerais peut-être ça qu'on se parle aussi pour voir si tu serais intéressé si tu veux l'expérimenter, à octroyer un badge en lien avec la gestion du temps et des tâches aussi. En tout cas, c'est des choses qu'on pourra là, éventuellement envisager. Et tout à fait disposé aussi à travailler sur un programme pédagogique qui accompagne pas juste au niveau de l'utilisation de l'outil, mais même dissocier de l'outil sur les pratiques organisationnelles. Si on peut collaborer à quelque chose et offrir quelques ressources à ce niveau-là. Parfait. Tout à fait dans notre optique. Donc, est-ce que ça a bien répondu? J'espère que vous avez apprécié l'activité, les gens qui y ont participé. Il y a des suites qui vont être données. Moi, j'enregistre la conversation aussi. Donc, le texte là, qui est paru à droite, là, donc l'espace de conversation, je vais enregistrer ça, je vais garder tout ça. Et bientôt, là, tu vas m'envoyer ton PowerPoint. Je vais convertir l'enregistrement. Et aussitôt que j'aurai reçu ton PowerPoint et que l'enregistrement sera déposé dans le site Leptic, je vais vous envoyer le lien avec tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à Rivière-du-Loup, peut-être? Oui, c'est ça, j'avais une question. Moi, il y a quelque chose que j'accroche, c'est Léa. Est-ce que ça va être possible de se faire ou ça ne se fera jamais, l'intégration de Léa? Disons que, comment je peux dire ça, je veux rester politiquement correct. La problématique de Léa, ce n'est pas une problématique technologique. On les connaît. Oui. C'est ça. C'est une question plus d'ouverture qu'une question technologique. Nous, technologiquement parlant, on a fait Omnivox en 2 semaines. Si on avait accès aux bases de données de Léa, on pourrait certainement faire la même chose tout aussi vite. Mais c'est ça. C'est pas une base de données. Les données qui sont stockées dans Léa elle-même ne sont pas disponibles au Cégep à ma connaissance. À moins qu'on se trompe, là, mais moi, ma compréhension, c'est que toute la base de données Clara, qui est celle d'Omnivox, elle est disponible. Et toute la base de données que Léa utilise est complètement dissociée et n'est pas accessible à quiconque. La seconde où il y a un cégep qui me dit qu'ils ont accès à leur base de données Léa, on est capable de faire quelque chose. Alors, est-ce que Skytech va vouloir s'ouvrir à ça ou pas? Ça va dépendre des pressions du milieu et des demandes, selon moi. Parfait, merci. Tant pis. Écoute, un gros merci Renaud. Moi, j'aimerais qu'on se parle au téléphone là, après la rencontre, si tu veux m'appeler. Et on va attendre ton PowerPoint. Merci tout le monde. Merci d'avoir participé en espérant que la présentation qui vous a été faite aurait été tout d'abord inspirante et éventuellement utile pour vous. Alors, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Parfait.